admettons-le d'abord. Parfois, il arrive qu'un homme, à la vue troublée par la fièvre, la faim ou simplement la fatigue, subisse une passagère et sans doute bénigne hallucination. Par bonds vifs, saccadés, successifs, rétrogrades, suivis de lents retours, il aperçoit, d'un endroit à l'autre de l'étendue de sa vision, remué d'une forme particulière, une sorte de petit signe, assez peu marqué, translucide, à forme de bâtonnet, de virgule, peut-être d'autres signes de ponctuation, qui, sans lui cacher du tout le monde, l'oblitère en quelque façon, s'y déplace en surimpression, enfin donnent envie de se frotter les yeux, afin de rejouir, par leur éviction, d'une vision plus nette. Or, dans le monde des représentations extérieures, parfois un phénomène analogue se produit. La crevette, au sein des flots qu'elle habite, ne bondit pas d'une façon différente. Et comme les taches dont je parlais tout à l'heure étaient l'effet d'un trouble de la vue, ce petit être semble d'abord fonction de la confusion marine. Il se montre d'ailleurs fréquemment aux endroits mêmes où, par temps serein, cette confusion est toujours à son comble. Au creux des roches, où les ondulations liquides sans cesse se contredisent, parmi lesquelles l'œil, dans une épaisseur de pur, qui se distingue mal de l'encre, malgré toutes ses peines, n'aperçoit jamais rien de sûr. Une diaphanéité utile autant que c'est bon, y ôte enfin à sa présence, même inutile, sous les regards, toute continuité. L'on se trouve ici exactement au point où il importe, qu'à la faveur de cette difficulté et de ce doute, ne prévaille pas dans l'esprit une lâche illusion, grâce à laquelle la crevette, par l'attention déçue presque aussitôt cédée à la mémoire, n'y serait pas conservée plus qu'un reflet, ou que l'ombre envolée et bonne nageuse des types d'une espèce représentée de façon plus tangible dans les bas-fonds par le homard, la langoustine, la langouste, par l'écrevisse, dans les ruisseaux froids. Non, à n'en pas douter, elle vit tout autant que ces chars malhabiles, et connaît, quoique dans une condition moins terre-à-terre, toutes les douleurs et les angoisses que la vie partout suppose. Si l'extrême complication intérieure, qui les anime parfois, ne doit pas nous empêcher d'honorer les formes les plus caractéristiques d'une stylisation à laquelle elles ont droit, pour les traiter au besoin ensuite en idéogrammes indifférents, il ne faut pas pourtant que cette utilisation nous épargne les douleurs sympathiques que la constatation de la vie provoque irrésistiblement en nous. Une exacte compréhension du monde animé, sans doute, est à ce prix. Qu'est-ce qui peut d'ailleurs ajouter plus d'intérêt à une forme que la remarque de sa reproduction et dissémination par la nature, à des millions d'exemplaires, à la même heure partout, dans les eaux fraîches et copieuses, du beau comme du mauvais temps? Que nombre d'individus pâtissent de cette forme, en subissent la damnation particulière, au même nombre d'endroits. De ce fait, nous attend la provocation du désir de perception nette. Objet pudique en tant qu'objet, semblant vouloir exciter le doute, non pas tant chacun sur sa propre réalité, que sur la possibilité à son égard d'une contemplation un peu longue, d'une possession idéale un peu satisfaisante, pouvoir prompt siégeant dans la queue, d'une rupture de chien à tout propos, sans doute. Est-ce dans la cinématique, plutôt que dans l'architecture par exemple, qu'un tel motif enfin pourra être utilisé? L'art de vivre d'abord, il devait y trouver son compte. Il nous fallait relever ce défi.